l'agriculture, les données les plus récentes actuellement sont celles de 2021. Et puis, les données du recensement agricole qu'on va utiliser pour documenter 3 volets qu'on va regarder successivement. D'abord, la rentabilité de la betterave et sa place dans les exploitations. Ensuite, au niveau global de l'exploitation, la santé économique, mesurée au travers du revenu des producteurs. Et ces 2 volets nous permettront d'illustrer le fait que 2021, c'est une année de reprise après une séquence particulièrement difficile pour les betteraviers. Donc 2021, une année de reprise bienvenue. Et puis, en troisième volet, on regardera cette fois-ci à partir du recensement de l'agriculture, l'enjeu de renouvellement des générations qui se pose pour un planteur sur 5. Alors, premier objet, la rentabilité de la betterave, sa place dans les exploitations. Donc voici le premier graphique qui vous présente la place de la betterave en pourcentage dans le chiffre d'affaires des exploitations. Et donc 2021. Donc, avant d'aller plus loin, un petit point explicatif sur la structure des graphiques qui seront quasiment les mêmes tout au long de ma présentation. On a donc une mise en perspective des données 2021 par rapport au temps long. Et pour chaque année, on présente à la fois les données moyennes, c'est ce qui est en encart noir. Donc, par exemple, pour 2000. Nelly, ton micro, il est coupé. Ouais, on vous entend plus. Qui c'est que. Essayez. Est-ce que vous entendez à nouveau? Oui, là, c'est bon. C'est bon. D'accord. Donc, je disais qu'on a, au-delà de la moyenne, on fait apparaître les éléments de dispersion avec en vert quartile et décile. Donc, ce qui veut dire que en vert pâle, vous avez quartile supérieur. Donc, vous avez un quart des producteurs pour lesquels la betterave occupe plus de 20% du chiffre d'affaires. En vert foncé, le décile supérieur, pour 10% des planteurs, la place de la betterave est supérieure ou égale à 28% du chiffre d'affaires. Et puis, inversement, en orange et rouge, les quartiles et déciles inférieurs. Donc ici, on a un quart des planteurs pour lesquels la betterave, c'est 7% ou moins du chiffre d'affaires des exploitations. Donc, une fois donner ces éléments, je dirais, de méthode. Revenons donc à notre graphique, là, sur la place de la betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations. Donc 2021, en moyenne, c'est 14%. Et on voit que c'est une reprise, c'est en hausse par rapport à la période immédiatement précédente, où on avait une baisse de la place de la betterave dans les chiffres d'affaires, mais on ne retrouve pas le niveau qu'avait la betterave dans les chiffres d'affaires dans la période d'avant la fin des quotas. Deuxième critère, hein, c'est la recette betteravière, c'est-à-dire le rendement multiplié par le prix par hectare de betterave. Là aussi, donc même structure graphique, là aussi, on voit que 2021 constitue une reprise importante par rapport à la période précédente. En 2021, on avait en moyenne une recette betteravière qui était de l'ordre de 2 400 € par hectare. Et on voit que c'est effectivement une reprise par rapport à la période 2018-2020 où les recettes betteravières s'étaient effondrées du fait à la fois d'une séquence de prix en forte baisse et puis du fait d'aléas climatiques et sanitaires, en particulier en 2020. Alors cette reprise en 2021 fait qu'on est à peu près au même niveau de recettes betteravières que ce qu'on était en 2016.
Si on regarde maintenant par rapport au coût de production, le coût de production, c'est la ligne en violet, coût de production calculé par Sébastien, qui est coût de production ARTB. On voit que en 2021, ce point violet coïncide avec la valeur moyenne et la valeur médiane de la recette betteravière, ce qui veut dire que pour la moitié des planteurs, de nouveau, on a une rentabilité sur la betterave, ce qui est donc très différent de la période 2018-2020, où au contraire, pour la grande majorité, les planteurs perdaient de l'argent sur la betterave. Bon. Deuxième volet maintenant, on va regarder au niveau global de l'exploitation la santé économique au travers de l'indicateur du revenu des planteurs. Donc c'est l'indicateur résultat courant avant impôt, donc qui inclut les aides et qui est rapporté donc par actif familial, actif non salarié. Donc toujours la même structure de graphique. 2021, en moyenne, le revenu dégagé dans une exploitation betteravière s'élevait à 73 000 euros, à comparer à 42 000 euros en moyenne dans la ferme France. Alors, dans la ferme betteravière, 73 000 euros, c'était une année de reprise, à nouveau de hausse du revenu, après une décennie de baisse régulière du revenu des exploitants. Et on retrouve, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, pardon. On retrouve en 2021 à peu près le niveau moyen de revenus qu'on observait dans les années 2010 à 2013. Mais je voudrais insister sur un point important qui est la dispersion des revenus au sein de la ferme betteravière. Si vous regardez entre le point vert pâle et le point orange, qui sont donc le quartile supérieur et le quartile inférieur des RCAI par actif, on voit qu'il y a un facteur 3 entre le revenu des planteurs du quartile supérieur et du quartile inférieur. Donc, si on se résume, 2021, c'est une année à nouveau avec un rendement, un revenu à la hausse et qui fait suite donc à une décennie où le revenu était en baisse et s'était fragilisé. 2021, c'est donc une année bienvenue de rupture dans la séquence qu'ont vécu les betteraviers. Pour illustrer la fragilisation du revenu, je propose cet indicateur, là, ces bâtons noirs, qui indique la dépendance du revenu aux aides de la PAC. Ça correspond, ce bâton noir, à la part des betteraviers dont le revenu aurait été négatif sans les aides de la PAC. On voit, fort heureusement, qu'en 2021, ils ne sont que 14%, mais si on regarde sur la période précédente, y compris en excluant 2009 et 2016, années catastrophiques, mais on voit que dans la période récente, on avait chaque année autour de 40% des betteraviers qui auraient été déficitaires s'il n'y avait pas les aides de la PAC. Alors, on refait le même calcul de revenus RCAI par utance, mais cette fois-ci en intégrant les aides de la PAC, c'est le graphique que je vous montrais tout à l'heure. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, il n'y a que 3% des planteurs qui ont été déficitaires. Mais on voit bien que là aussi, 2021 tranche avec toute la période précédente, où les bâtons rouges nous indiquent la part des planteurs qui étaient déficitaires malgré les aides de la PAC. Et on voit qu'on avait une progression constante du nombre de planteurs déficitaires, donc une fragilisation du revenu sur la période récente. Alors souvent, on dit oui, mais cet indicateur du résultat courant impôt, avant impôt,
il est un peu biaisé parce que il intègre les amortissements qui sont une charge qui n'est pas décaissée et sur laquelle, enfin, qui peut faire l'objet d'un certain nombre d'optimisations fiscales. Donc, du coup, on regarde un autre indicateur de revenu, c'est le revenu disponible qu'on calcule à partir de l'EBE. C'est l'EBE moins le remboursement des annuités d'emprunt, moins la MSA. Et donc, c'est un disponible pour les prélèvements privés du planteur et pour l'autofinancement des investissements. Donc, si on fait apparaître en 21 et sur la période récente, la part en jaune des producteurs qui ne dégagent pas de revenus disponibles, on voit qu'en 2021, c'est 7%, mais on voit que sur la période précédente, on avait un nombre important et croissant de producteurs qui ne dégageaient pas de revenus disponibles. Donc 2020, une année bienvenue de rupture par rapport à cette période difficile pour 2021, pardon, une année bienvenue par rapport à cette période difficile. Alors la question qu'on s'est posée, c'est sur la période 2017-2021, où on voit qu'il y avait une part importante de producteurs soit déficitaires, soit qui ne dégageaient pas de revenus. Est-ce que c'était d'une année sur l'autre les mêmes ? Ce qui poserait un problème évidemment pour eux, mais aussi un problème global à la filière. Alors, pour ça, on a regardé un échantillon constant, c'est-à-dire qu'à partir des données du RICA, on a fait un échantillon de 450 fermes pour lesquelles on a les données toutes les années, ce sont toutes les années, les mêmes fermes sur les 5 années. On a les RCAI et à chaque fois, on a regardé s'ils étaient déficitaires ou pas. Et on a ici un résultat qui est assez encourageant, qui montre que seuls 5% des exploitants de l'échantillon constant ont été déficitaires plus de 2 années sur 5. C'est un résultat qui est plutôt encourageant, parce que si on fait le même exercice, par exemple dans des systèmes SCOP et dans certaines régions comme les zones intermédiaires, c'est pas le même cas, c'est différent, au sens où on a une part de producteurs qui sont déficitaires chaque année qui devient significative. Donc voilà, premier et deuxième volet, c'est à partir du RICA et ça nous amène à donc illustrer que 2021 est une année de reprise, à la fois de la rentabilité et de revenus pour les betteraviers, après une séquence qui a été très difficile. Le troisième volet, c'est sur l'enjeu de renouvellement des générations à partir du recensement. Donc là, le recensement de 2020 nous dit que 20% des planteurs de betteraves ont plus de 60 ans. Alors, si on regarde la diapo de gauche à droite, on voit que l'âge moyen des planteurs de betteraves en 2020, c'est 52 ans. Et on peut, à partir du recensement, faire une répartition par classe d'âge. On a 19% des planteurs qui ont moins de 40 ans, 25% entre 40 et 50, 36% entre 50 et 60, et en bleu plus foncé, les plus de 60 ans, donc 20% de planteurs seniors qui correspond à peu près à un peu moins de 4 500 chefs d'exploitation. Si on fait la somme de leur SAU, on arrive à peu près à 578 000 hectares de SAU, dont 81 000 hectares de betteraves. Et donc, ce qui nous amène à conclure que les 20% des planteurs de betteraves qui ont plus de 60 ans cultivent ensemble globalement 19% des surfaces de betteraves en France. Alors évidemment, la question qui se pose et qui leur est posée dans le recensement, c'est quel est le devenir de leur exploitation à 3 ans et est-ce qu'ils vont continuer à faire de la betterave? Alors, avant de répondre à cette question,
on peut essayer de voir où se trouvent ces planteurs seniors. Donc une répartition géographique, à gauche en nombre. Donc on voit que les départements où l'on a en effectif le plus de planteurs de plus de 60 ans, c'est la Marne, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, le Nord. Mais c'est aussi là qu'on a le plus de planteurs. Donc, si on rapporte ça par rapport au pourcentage, au nombre de planteurs du département, et qu'on exprime donc ça en pourcentage des planteurs du département, en ayant cette limite de 20%, dont on a vu que c'était en moyenne la part au niveau national, la part des planteurs qui ont plus de 60 ans, on voit qu'on a un enjeu particulier sur l'ouest de l'Île-de-France, avec dans la région du Val d'Oise, 34%, Yvelines et Essonne, 25% des planteurs qui ont plus de 60 ans, c'est là qui sont en proportion les plus nombreux. Alors, à combien ça correspond d'hectares de betteraves? Donc là, même carte de répartition. Des surfaces de betteraves exploitées par des planteurs seniors. Donc, en nombre d'hectares, on voit que c'est dans la Marne et dans l'Aisne qu'on a le plus en nombre d'hectares. Mais si on rapporte ça à la sole du département, on voit là encore qu'on a un enjeu qui se porte particulièrement sur le Val d'Oise et les Yvelines, l'ouest de l'Île-de-France, et sur le Loiret. Alors, revenons maintenant à la fameuse question, quel est le devenir à 3 ans de votre exploitation? Question qui était posée dans le recensement tel que. Donc, je vous rappelle, là, c'est ce qu'on présentait tout à l'heure sur le diapo précédent, 20% de planteurs de plus de 60 ans qui cultivent 19% des surfaces. Voilà, la question leur a été posée et une question à choix multiple. Soit l'exploitant compte poursuivre son activité au-delà de 60 ans, soit il y a un projet de reprise de l'exploitation par un membre de la famille en vert ou par un tiers extérieur à la famille avec des petites rayures. Soit l'exploitation va disparaître et ces surfaces seront reprises par d'autres, c'est en vert foncé. Soit en rouge, disparition de l'exploitation pour un usage non agricole et artificialisation des surfaces, soit l'exploitant ne sait pas à 3 ans quel sera l'avenir de son exploitation. Donc voilà le résultat. On a 26% des planteurs qui comptent poursuivre et 47% des planteurs dont l'exploitation sera reprise, 22% qui ne savent pas. C'est un pourcentage de reprise qui est plutôt encourageant. Si on fait le même exercice sur la France céréalière, on est à 27% de reprise et une part beaucoup plus importante de gens qui ne savent pas et d'exploitants qui comptent poursuivre leur activité. Donc, dans la ferme betteravière, finalement, des perspectives de reprise qui sont plutôt encourageantes. Alors, si on regarde à quoi ça correspond en ordre de grandeur d'hectares de betteraves, on voit que, en gros, on a 46 plus 5, 51% des surfaces de betteraves actuellement cultivées par des planteurs seniors qui seront dans une exploitation qui sera reprise, qui sont dans une exploitation qui sera reprise. Si on ajoute à ça les planteurs qui comptent poursuivre, on a plutôt une perspective de reprise ou de poursuite pour les hectares de betteraves encourageantes, à une condition, c'est que le repreneur continuera la betterave. Et ça, cette question, elle est bien finalement directement à relier aux 2 premiers volets qu'on a présentés, à la fois sur la rentabilité de la betterave et le revenu des planteurs. Et puis, je vais donc conclure. Et sur ce graphique qui
qui résume un peu l'ensemble des informations qu'on peut retirer des statistiques les plus récentes, à savoir que 2021 rompt véritablement un cycle qui était dégradé tant sur les prix qui sont présentés ici en bleu que sur les rendements présentés en marron. On a eu une séquence vraiment défavorable sur ces deux plans. 2021 a été une rupture, reprise de la rentabilité de la betterave, un revenu des planteurs qui est à nouveau en hausse après une décennie de baisse et de fragilisation. Ce qu'on sait, c'est que sur les années qui suivent immédiatement, c'est que la hausse des prix de la betterave va se poursuivre sur les campagnes en cours. Mais dans le même temps, on sait que les coûts de production vont augmenter, on s'en doute, et Sébastien va largement le développer. Et donc finalement, la conclusion qu'on peut tirer de l'ensemble de ces statistiques, c'est que assurer le revenu des planteurs et assurer l'attractivité de la betterave pour que les repreneurs, les jeunes générations continuent de la cultiver, ça passe par un prix durablement élevé de la betterave payée aux producteurs, compte tenu du fait que très probablement les coûts de production vont continuer d'augmenter. Voilà, merci de votre attention et ça a été au bout du temps. Bah, bravo Bénédicte et merci pour la présentation. Ce qu'on avait prévu, si vous en êtes d'accord, c'est d'avoir un temps de questions. C'est vrai que c'était dense, mais je pense que les messages sont très clairs par rapport à ce que tu as dit, Bénédicte. Est-ce que ça appelle d'abord des réactions chez vous? On a largement le temps d'échanger là-dessus. Je pense qu'il y aura certainement des gens qui souhaitent prendre la parole. Ne soyez pas timides. C'est l'occasion de poser vos questions directement à Bénédicte, soit dans le chat. Oui, allez-y. Je voulais prendre la parole quelques instants, c'était parce que je suis du Val d'Oise et ça a été évoqué à plusieurs reprises. Je vous rassure, c'est un département, il fait bon vivre et la retraite n'est pas un espoir, c'est voilà. Et alors il y a quand même beaucoup de repreneurs, hein, je vous rassure pour les années à venir. Et la betterave, on la défend depuis longue date. On est dans l'ouest parisien avec la sucrerie des Trépanies dans l'Eure à côté. Mais on défend notre précaré betteravier parce qu'on ne veut pas le perdre. Voilà. Ça, on n'en doutait pas, Denis. Hein. On se doute que tu es très présent pour défendre la betterave. Et c'est vrai que bon, je vois qu'il n'y a pas forcément énormément de questions, mais on va voir aussi au travers de la présentation de Sébastien que certes, les coûts de production sont plutôt en hausse, clairement, mais en même temps, on a un prix de betterave aussi qui se tient. Mais c'est la conclusion de Bénédicte qui me semble très importante, c'est que bon, les coûts de production augmentent et structurellement, on sait qu'on voit rarement des coûts de production redescendre très significativement. Donc, à terme, quand même, pour éviter le fameux effet ciseau dont on entend parler très régulièrement, bah, ça amène quand même à se poser la question du prix qui doit être suffisamment rémunérateur pour, d'une part, couvrir les prix de betterave et puis donner de la visibilité. On sait très bien que si on n'a pas de visibilité, que ce soit en agriculture ou dans d'autres secteurs, bah, on n'est pas amené à avoir confiance. Donc, la confiance, elle passe par ça aussi. Le chiffre qui était indiqué au niveau des cartes montrait que le problème était peut-être plus aigu dans certains départements que dans d'autres. Et effectivement, si on regarde la part des planteurs seniors par rapport à l'ensemble des planteurs du département, statistiquement, ils sont un peu plus élevés dans les départements dont le Val d'Oise. Voilà, et tant mieux s'il y a beaucoup de reprises, c'est que ce qui est un point que je voudrais vraiment souligner, c'est que j'ai fait le même exercice pour les céréaliers et
les perspectives de reprise sont vraiment beaucoup plus fortes, enfin, beaucoup plus de prévisions de reprise dans les fermes de la France betteravière, donc, que dans les systèmes SCOP. Avec un effet géographique aussi, je crois, de souvenir. Avec un effet géographique, mais pas que. Voilà. D'une manière globale, il y a quand même un taux de reprise qui est annoncé de 27% chez les scopeurs, qui est beaucoup moins. Ce que je n'ai pas présenté, mais qu'on avait regardé aussi, c'était de voir si dans ces perspectives, soit de reprise, soit de poursuite de l'activité, s'il y avait de gros écarts d'une région à l'autre. Et là, dans la France betteravière, il y a très peu d'écarts, sensiblement la proportion des repreneurs par rapport à ceux qui comptent continuer ou qui ne savent pas est à peu près identique. Ce qui était intéressant aussi, c'était que dans les arguments des gens qui disent qu'ils vont continuer, il y avait plusieurs éléments. Un des éléments, c'était de dire finalement, pour reprendre une ferme, vu le coût d'achat, enfin, le coût de reprise des fermes, il y a c'est un peu difficile parce que les CDOA, enfin, la politique des structures voudrait installer des jeunes. Sauf que pour avoir les réserves financières ou être suivi par une banque pour pouvoir reprendre une exploitation, compte tenu du coût de la reprise, c'est assez lourd, enfin c'est très lourd. Et donc finalement, il y a un certain nombre de personnes qui restent, qui poursuivent au-delà, un peu dans l'expectative, éventuellement dans l'attente qu'un jeune puisse reprendre par la suite, et en conservant l'outil de production, voilà, dans l'attente qui est reprise par un plus jeune. Et puis aussi, il était clairement indiqué que compte tenu du niveau de la retraite agricole, eh bien, c'était intéressant de continuer au-delà de 60 ans. Voilà. Même si, alors ça c'était surtout vrai dans les scopes, où il disait même si, y compris dans les zones intermédiaires, on a parfois des résultats qui sont pas forcément à la hauteur, malgré tout, c'est mieux de continuer que de prendre la retraite, vu le montant de la retraite agricole. Je précise aussi que là, le critère, c'était 60 ans parce que le recensement avait été fait avant la réforme des retraites, et probablement le seuil de 60 ans serait prolongé. Et la question serait posée autrement dans le recensement. Voilà. Bénédicte, Sébastien, est-ce qu'on connaît l'âge moyen de départ à la retraite des exploitants aujourd'hui? Moi, non, je ne connais pas. Ça doit effectivement, au niveau de la MSA, ça existe forcément cette statistique, mais c'est pas, on ne travaille pas sur ces statistiques. PAC, hein, maintenant c'est 67 ans. Au-delà de 67, tu n'as plus d'être PAC. Oui, donc ça doit être le juge de paix quand même. Les 67 ans, ça doit. C'est un bon repère. Bon, moi, ce que je constate aussi, avant de passer la parole à Sébastien, c'est on a souvent parlé de cet enjeu de renouvellement des générations, et là, grâce à ces éléments, on a du quantitatif et on mesure un petit peu avec plutôt des éléments et des chiffres qui sont pas si alarmants que ce qu'on entend parfois, en tout cas pour la betterave. Et donc ça, c'est plutôt de bon augure. Et on sera au moins en capacité d'avoir des éléments chiffrés et tangibles pour répondre aussi à d'éventuelles questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais ça veut dire qu'au moins, on a de la matière désormais pour un peu mesurer ça, au-delà d'évoquer ce sujet du renouvellement. Et c'était aussi l'intérêt de faire ce travail, c'était de pouvoir avoir ces éléments et les partager avec vous
pour que vous compreniez aussi un peu ce que ça représente d'un point de vue métrique. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, eh ben on va passer, Sébastien, au coût de production. À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire un point sur les coûts de production français, sachant que les données que nous avons aujourd'hui sont les données de résultats de gestion par les CER que Pluriagri nous fournit chaque année, et on en fait une analyse. Évidemment, on a quelques centres de gestion indépendants comme le CDER de la Marne sur lequel on récupère aussi des données, ou sur le centre Val-de-Loire des données via CER Alliance. Au niveau de la méthodologie, elle est depuis quelques années au sein de l'ARTB assez identique. On a fait quelques évolutions sur les perspectives, vous le verrez tout à l'heure, sur 2022 et 2023, où on a essayé de régionaliser les itinéraires techniques. Ce n'est pas une chose facile, mais vu les écarts qu'il peut avoir entre différentes régions, il nous a paru intéressant de faire une différenciation au niveau des itinéraires techniques d'une région par rapport à l'autre. Alors, au niveau de comment est calculé notre coût de production betteravier, c'est assez simple. Vous avez les charges variables qui comprennent donc les semences, l'engrais, les produits phyto. On intègre aussi l'irrigation. Il y a quelques spécificités dans certaines régions, et je vais parler essentiellement sur le sud de Paris. Autrement, nous avons le fuel aussi. Donc ces charges-là sont bien spécifiques à la culture de la betterave. Et on a aussi décidé, du moins l'itinéraire technique n'est pas intégré dans les charges variables, mais se trouve dans les charges de structure. Mais l'itinéraire technique est bien aussi une charge spécifique à la culture de la betterave. Donc à cela, pour les charges de structure, on rajoute tout ce qui est des charges comptabilisées à l'échelle de l'exploitation. Là, c'est plus une spécificité simplement betterave, mais à l'exploitation. Donc là, ce sont les entretiens bâtiments, amortissement bâtiment, fermage, les frais financiers, les frais généraux, et auxquels nous avons aussi la MSA qui est intégrée dans notre coût de production. Donc lorsque vous faites la somme de tout cela, vous avez notre coût global de production français. Donc, quels sont les résultats sur la campagne 2021, sachant que ce sont les données consolidées qu'on a à cette heure. Les chiffres de 2022, on ne les a pas encore à ce jour, et donc 2023 non plus. Donc, c'est pour ça que je peux vous parler d'une manière très brute et puis définitive sur les données 2021. Donc là, vous avez sur ce tableau une comparaison à la campagne 2020. Et vous voyez qu'il y a une évolution globale à peu près de 8% sur les coûts de production entre 2020 et 2021, alors qui s'explique essentiellement sur le retour en 2021 des graines en semences, plus 11% de charge. On a eu cette possibilité de refaire des néonicotinoïdes, donc le prix des semences avait réaugmenté sur la campagne 2021. On a les charges de carburant GNR qui avaient fortement augmenté aussi en 2021, donc plus 24%. Donc, ce qui donne que sur les charges variables, on était à peu près à 1038 € sur la campagne 21 à comparer des 985 € sur la campagne 20. Donc, ça fait plus 5,3% en moyenne sur les charges variables. Si nous regardons les charges de structure, c'est une augmentation moyenne de 10%. Vous avez un itinéraire technique qui avait progressé de l'ordre de 14%. Donc là-dedans, nous avons intégré évidemment, c'est un peu la ventilation de notre itinéraire régional et qui est à du prorata des surfaces de chaque région. On a 4 régions essentiellement, on va le voir après, qui sont analysées au niveau des itinéraires techniques. Nous avons une évolution légère sur les fermages, un
un équilibre sur les frais financiers et des frais généraux qui ont aussi fortement augmenté sur cette période. Donc, vous avez 8%, donc on arrive à 2 362 € sur le prix moyen national sur la culture de la betterave sur la campagne 2021. Le coût. Le coût. Alors, les charges d'itinéraire technique régionalisées, on a 4 régions différentes qu'on a essayé. C'est un travail que nous avons fait dans le cadre on a réalisé des fermes types. C'était un travail qu'au sein de la RTB, nous avons développé. C'était dans le cadre du PNRI, vous savez, qui est en parallèle, où on essaye aussi d'estimer l'évaluation économique des solutions qui seraient trouvées pour résoudre la jaunisse. Et on avait développé des fermes types et on avait régionalisé. Donc, on avait 6 fermes types différentes. Et donc, on a 4 spécificités au niveau itinéraire régionalisé. Donc, vous voyez les Hauts-de-France, Normandie qui sont ensemble, la Marne, Ardennes un petit peu ensemble, Île-de-France, Yonne et le sud de Paris avec quelques spécificités. Et puis, vous avez ici le coût moyen de ces itinéraires techniques sur 2021. On va de 682 € à 824 € dans lequel Île-de-France, il faut intégrer évidemment les coûts d'irrigation qui représentent pratiquement en mécanisation, pratiquement 80 et amortissement 80 € à l'hectare. Sur la Marne, entre la Marne et puis l'Île-de-France, la différenciation sur l'itinéraire technique, c'est qu'on a un décompactage qui est dans notre itinéraire marnais par rapport à l'autre, ce qui explique la différenciation essentielle. Dans cet itinéraire technique est intégrée la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, sur les perspectives 22-23, vous verrez qu'on a intégré un peu plus, en plus de ce que vous voyez ici et du chiffre, les coûts de fuel et de lubrifiant. Alors, l'estimation 2022 et 2023. Donc là, quelle est la méthode? Donc, le point de départ, c'est la campagne 2021. Et donc, les itinéraires techniques ont été régionalisés, dans lesquels nous avons intégré le GNR et lubrifiant. Et pour estimer autrement les autres évaluations, c'est essentiellement l'inflation qui est intégrée pour donner, je dirais, une perspective sur les autres postes de charge. Alors ici, vous avez donc par rapport à 2021, l'évolution pour la campagne 2022 et l'évolution sur la campagne 2023. Donc, vous voyez que sur le poste semences, on a une stabilité entre la campagne 2021 et 2022. Par contre, vous avez une progression de plus 10% entre la campagne 2022 et 2023. Donc ça, c'est la réalité quand même si on n'a pas les chiffres comptables. Mais on sait très bien que les semences ont augmenté sur les semis 2023 d'autour de 10%. Le poste engrais, c'est là qu'il y a eu une augmentation très, très élevée suite malheureusement au conflit ukrainien-russe. Donc là, on a une charge estimée d'évolution de 55% entre la campagne 21 et 22 et de 70% entre la 22 et la 23. Donc là, engrais, évidemment, ça intègre tout ce qui est azote, mais les engrais de fond aussi. Au niveau des produits phytosanitaires, plus 12% sur la première période, donc sur la campagne 22 par rapport à 21, et plus 10% sur 22-23. L'irrigation aussi avait pris une augmentation sur la campagne 2021 par rapport à 2022 sur 21. Ça, c'est dû au niveau surtout des conditions pédoclimatiques qu'il y a pu avoir de la sécheresse et donc plus d'irrigation entre ces deux campagnes. À estimer un équilibre pour la campagne 2023. Le poste GNR, donc fuel, qui était intégré dans le coût de production 2021, on l'a basculé dans l'itinéraire technique. Donc, vous le retrouverez plus on le retrouve plus dans les charges variables, mais vous le retrouvez dans les charges de structure au niveau GNR. Et ce qui explique le saut de 26,7% de la campagne 21 à 2022, étant donné qu'on a intégré le GNR, qui représente à peu près 18% de l'augmentation sur, du moins 18 points sur les 26 indiqués ici.
Et après, vous avez l'inflation sur la campagne 2023 qui est estimée à 4,9%. Et autrement, sur les autres postes, sur la campagne 2022, à une augmentation de l'inflation de 5,2 points. Donc, on a intégré cette évolution pour calculer notre coût de production. Alors, vous avez ici un petit peu au-delà des chiffres, donc vous retrouvez ici la même chose, hein, c'est les pourcentages, vous les retrouvez ici dans les colonnes en blanc, et autrement, vous avez les chiffres tels un petit peu plus détaillés que vous avez vu tout à l'heure sur la campagne 2020, à la fois sur les charges de semences, d'engrais, produits phytosanitaires, irrigation, fuel et lubrifiants que vous retrouvez simplement sur la campagne 2021, mais que vous ne retrouvez plus en 2022 et en 2023, puisqu'elle est intégrée dans l'itinéraire technique. Donc, ce qui explique le saut de l'itinéraire technique de 711 à 900 € à peu près d'une campagne à l'autre. Et après, c'est l'augmentation de l'inflation qui a été projetée sur 22 et 23. Et donc, vous voyez qu'au final, alors le post-MSA, lui, il est difficile à estimer. Au vu, on sait qu'il y a eu des résultats économiques quand même importants sur la campagne 22 et sur la campagne 23, au vu des rendements et des prix des céréales, surtout en 2022, qui ont flambé. Donc là, après, ce sont des décisions d'exploitation et fiscales qui sont prises. Donc là, on a mis une petite augmentation de 5% pour chaque campagne. Mais là, c'est très individuel comme, je dirais, décision. On passe en finale sur une estimation donc un coût de production national qui était de 2 362 € en 2021 à 2 663 € en 2022. Donc, ça fait plus 12%. Et vous voyez qu'il y a un autre saut sur 2023 qui est de 17% et on passe à 3 122 € de l'hectare, le coût de production au niveau national. Donc, ce qui fait que, après, au niveau de la rentabilité, évidemment, tout dépend du prix des betteraves qui sont en face, mais par rapport au rendement, je dirais, des exploitations, et là, vous avez les rendements moyens nationaux. En 2021, on était à 85,7, en 2022 à 77 tonnes. Sur 2023, bon, on a mis 84 tonnes ici, on serait peut-être même inférieur à 84 tonnes en moyenne nationale. Donc, vous voyez le coût à la tonne de betterave que ça donne, donc du 27,6, 34,6 et 37,2. Donc là, comme l'a exprimé tout à l'heure Bénédicte, on retrouve un équilibre puisque au global, au niveau national, on a eu un prix de betterave qui était payé autour des 29 € sur la campagne 2021, autour de 43 € sur la campagne 2022. Donc on va le voir après. Donc on a une rentabilité, je dirais, retrouvée. Et puis sur la campagne 2023, il y a des perspectives qui sont bonnes aux alentours, voire plus que 50 € selon les groupes sucriers. Donc là, vous retrouvez le même graphique, hein, du moins sous format graphique, ce que je viens d'exprimer, donc avec une augmentation qui est autour des 30% sur 3 années. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que on sait que pour la campagne 2024, les charges d'engrais risquent peut-être d'évoluer à la baisse, ce qui serait favorable, je dirais, pour l'ensemble des producteurs. Que nous pouvons savoir aussi, la campagne de graines qui commence actuellement, c'est que les charges des graines vont en moyenne augmenter sur 24 autour de 5 à 6%. Donc, bon an, mal an, on a une perspective sur la campagne 2024 qui serait autour des 3 000 €. Donc, ce qui veut dire qu'au final, si on voit ce graphique-ci qui reprend les charges et à la fois les produits de la betterave depuis 2011 et sur les bâtonnets grisés, ce sont les marges. On voit qu'on était globalement assez stable sur nos charges de betteravières depuis une dizaine d'années. Hein, sur la décennie de 2010 jusqu'à 2020, on était autour des 2100, 2200 €. Et là, on a une progression très, très forte ces 3 dernières années et on arrive autour des 3 000 €.
Et bon, on a cette chance, bon, comme l'a exprimé tout à l'heure Bénédicte, on a eu un grand creux sur les prix de betterave à cause des marchés et puis la fin des quotas. Là, on a une embellie heureuse, je dirais, pour notre filière avec des produits qui seraient bénéfiques, je dirais, pour tout le monde, donc avec des retours de marge positifs, voire très positives. Mais ce qu'il faut quand même retenir globalement, c'est que l'équilibre antérieurement sur la dernière décennie jusqu'en 2020, on était autour des 25 € à la tonne de betterave. Si je reviens à la tonne de betterave, on avait un équilibre, je dirais, de production, du moins d'arriver à des marges à zéro, mais il fallait être au-dessus des 25 €. Aujourd'hui, on va être sur, si on reste autour des 3 000 € à l'avenir, c'est plus le 25 € qu'il faut retenir à la tonne de betterave, mais c'est le 35 € à la tonne de betterave. Ce qui veut dire qu'une betterave aujourd'hui ou demain, si elle n'est pas au minimum à 35 € de betterave, il n'y a pas de rentabilité ou il n'y a plus de rentabilité pour l'exploitation betteravière. C'est tel qu'on pressent les choses aujourd'hui. Heureusement qu'on a des bons cours actuellement. Et si on fait aujourd'hui des marges, du moins si on regarde en moyenne par rapport au coût de production de 2023, qui est autour de 3 122 €, si vous regardez par rapport au prix de betterave payé, c'est le tableau que vous avez ici, entre 35 € et 55 €, vous regardez sur votre exploitation à quel rendement vous vous trouvez, et puis vous pouvez voir à peu près la marge globale qui peut rester. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est, du moins sur la campagne 2023, on va être entre 75 € et 75 tonnes et 85 tonnes pour l'ensemble des exploitations. Et le prix devrait tourner autour des, on va dire, les 45, 50, 55. Donc vous voyez qu'on sera sur des marges positives. Donc voilà ce que je pouvais vous exprimer d'une manière factuelle sur ces coûts de production nationaux français à l'heure d'aujourd'hui. C'est un exercice que nous faisons aussi au niveau européen pour essayer de comparer, je dirais, nous comparer à nos concurrents premiers, hein, qui est sur l'Union européenne, mais qu'on pourra développer dans un autre webinaire plus tard si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous laisse aux questions si vous en avez. Merci Sébastien. Alors, on a là aussi prévu un temps d'échange. On dépassera peut-être un petit peu parce que je vois qu'il est 23, mais est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que, de votre point de vue, ces évolutions et ces projections qui ont été réalisées sont en accord avec ce que vous vivez sur vos exploitations? Là aussi, il y a pour nous un intérêt à échanger. C'est pour ça que ce webinaire, ça marche dans un sens, on vous donne de l'information, mais n'hésitez pas si vous voulez partager aussi, vous, votre expérience dans votre exploitation, parce que ça nous aide aussi pour améliorer nos évaluations. Alors, vous pouvez, je vois qu'il y a certains souhaitent éventuellement Monsieur Marie, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que vous essayez. Le micro n'est pas ouvert. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous. Non, je ne peux pas. Sinon, vous pouvez toujours utiliser le chat si vous souhaitez réagir, si ça ne marche pas au niveau du micro. Sinon, je crois que Timothée souhaite. J'ai une question. Je me demandais, en fait, je me posais la question que maintenant, peut-être qu'il serait bon d'inclure les charges liées aux assurances. Avec la réforme de l'assurance, on a maintenant un betteravier sur 3 qui est assuré. Est-ce qu'il faut qu'on les insère maintenant dans les... Ah oui. Alors, il est vrai que dans les centres de gestion intègrent l'assurance grêle essentiellement. On sait que la majorité des exploitants utilisent l'assurance grêle. Par contre, la MRC, c'est une bonne question. Maintenant, c'est pas une donnée qu'on a forcément. Je sais pas. Je me retourne vers Bénédicte, puis la plus réagri.
C'est une donnée qui ressort, c'est assurance globale sur l'exploitation, mais là, il faudrait spécifique betterave. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose? Dans l'état actuel de la requête qu'on fait au CERF France, non, puisque c'est inclus dans les frais généraux. Mais si eux ont les moyens de l'individualiser, on peut leur demander de le faire. D'accord. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, ils sont déjà dans les frais généraux Oui, comptabilisés tels que présentés là, oui. mais c'est pas spécifique betterave. Après, on a la chance d'avoir au sein de l'équipe ARTB des gens qui connaissent très bien la gestion des risques et qui sont dans cette salle. Donc, Azilis, c'est vrai, pour répondre à ta question, Timothée, je pense qu'elle sera en capacité de nous aider si on veut affiner et sortir finalement ce poste des frais généraux pour l'identifier proprement à l'avenir. Mais clairement, je pense que c'est une bonne idée, de toute façon, d'essayer au maximum d'isoler chaque poste pour ensuite pouvoir le suivre et vous donner plus d'informations. Sinon, c'est un peu le fourre-tout des frais généraux et c'est vrai que parfois, on a un peu de mal à s'y retrouver, même au niveau européen, on le voit. Quand on regarde certains chiffres, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc c'est un peu compliqué et ça a moins de valeur pour vous. Donc, la remarque est notée et je pense qu'on peut d'ores et déjà imaginer, essayer de faire l'exercice sur l'année prochaine pour vous donner cette info-là. Je ne sais pas si les micros remarchent. On regardera. Il y a eu un commentaire, je crois. Ça suit. En ce qui concerne la régionalisation des ITK, est-il prévu de prendre en compte le pourcentage des planteurs qui réduisent le travail du sol? Dans l'absolu, ce serait parfait, mais c'est vrai que déjà l'exercice d'évolution pour avoir un ITK à peu près représentatif, ce n'est pas une mince affaire. Donc, pour répondre à la question de Marisol, dans le meilleur des mondes possibles, on le fera. Mais la réalité, c'est que c'est quand même très compliqué d'évaluer ça de manière objective. Parce que ce n'est pas forcément une donnée qu'on a. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire dès l'année prochaine. Là, pour le coup, je pense que ce sera un peu plus compliqué que pour la partie assurantielle. Mais si on est en capacité de le faire, oui, si on peut proratiser, c'est une bonne chose, mais on n'a pas l'info et ce n'est pas facile. Nous avions réfléchi à faire un itinéraire technique à la carte, et qui n'est pas simple, c'est-à-dire on coche labour ou pas labour, SIPAN ou pas SIPAN, et puis ou diverses interventions. Mais là, alors, on est capable de pouvoir le faire, mais pour pouvoir sortir un chiffre national, après, on saucissonne vraiment l'ITK dans beaucoup de facteurs. Et après, après ça, il faut mettre aussi le pourcentage d'exploitants qui font telle ou telle chose dans telle ou telle région. Et on n'a pas les sources de connaissances là-dessus. Alors moi, je ne vois pas de main levée, mais en fait, comme il y a un certain nombre de planteurs qui sont présents, et je vous en remercie, moi j'ai une petite question, c'est est-ce que pour vous, par exemple, imaginez d'avoir un tableur en accès où justement on vous mettrait les postes et vous pourriez faire votre calcul vous-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent, qui vous intéresse d'avoir éventuellement accès à ce genre d'outils ou pas? Un peu une question ouverte. C'est intéressant, oui. Je ne peux pas répondre. Ah, alors on entend, là on entend, je crois que c'est Monsieur Marie, on vous entend, même si votre micro… Vous m'entendez? Oui. Oui. Concernant les coûts de production, là, vous posez la question si on serait intéressé pour les coûts de production, c'est ça la question? C'est un peu coupé, j'ai pas bien entendu la question ou la remarque. C'est possible de le redire? Alors, là, vous posez c'est quoi la question que vous posez là exactement? La question, c'est est-ce que finalement, d'avoir accès à un tableur
que vous pourriez utiliser et qui vous permettrait de faire votre calcul, est-ce que pour vous, ce serait quelque chose d'utile? Oui, tout à fait. OK. Dans la marge complète de la betterave, oui, ce serait intéressant. Faut indiquer. Je voulais aussi revenir là au niveau de la rentabilité de la betterave. Que, bon, bah, c'est bien, les prix augmentent, et pour l'année 2023, quel rendement estimez-vous suite aux conditions atmosphériques très difficiles que nous connaissons? Est-ce que vous pensez à une baisse du tonnage de la betterave? Alors, sur l'estimation qui a été présentée, on était entre 83 et 85 tonnes, on va dire, à la tonne de betterave. Maintenant, il est sûr qu'individuellement, sur vos exploitations, vous n'en êtes pas là, puisque ce n'est qu'une moyenne nationale. Après, c'est sûr que vous pouvez avoir des 60 tonnes avec les difficultés qu'il peut y avoir sur le nord, sur le Pas-de-Calais actuellement, sur les arrachages. Est-ce que tout va être arraché? Il faut l'espérer, mais bon, on ne sait pas. Donc là, l'estimation qui est donnée, c'est une moyenne nationale. Donc, dans le graphique que vous avez pu voir, où on a un produit à 4 250 €, c'est 85 tonnes à 50 € de la tonne de betterave. Parce que moi, à titre d'information, je suis dans le Calvados, et en général, ça fait 3 ans que je suis remis à faire de la betterave, parce que suite à l'arrêt de Saint-Louis, à Cagny, à Caen, et l'arrêt de l'usine, donc j'ai fait un contrat avec Cristal Union à Dieppe, et donc on fait en général 85 tonnes à 100 tonnes, plus. Mais cette année, avec ces limités qu'on a eues, juillet-août, avec un ensablissement du champ, suite aux conditions très difficiles au mois de juillet-août, je m'attends à un tonnage de 60 tonnes. Ah oui, 60 tonnes, oui. Et pourtant, alors je ne sais pas si tous les producteurs sont comme moi, mais là, ça peut être exceptionnel pour 2023. Mais voilà. Je pense que nous, on est mieux dans le Calvados lorsqu'on enlève les betteraves assez tôt, au mois de septembre, et dès qu'on attend aussi les conditions atmosphériques sont très difficiles, dès qu'on arrive vers Noël. Voilà. Je voulais dire. Ce qui veut dire qu'au niveau de notre tableau, à 60 tonnes, vous êtes à moins 122 € de marge sur une. Ouais. Ah oui. Je sais que. Mais malgré un prix, on va dire que si Saint-Louis, du moins Cristal Union, vous rémunère à 50 €. Ouais. Voilà, 55. Oui, mais Et on a aussi, on ne l'a pas évoqué, mais sur les rendements, mais bon, c'est plus technique, c'est la jaunisse. Cette année, on a été globalement épargné par cette problématique, étant donné qu'on n'a plus le droit à la protection néonicotinoïde, sauf la zone de Chartres qui a pu être affectée. Maintenant, on n'a pas encore de solution véritable au-delà des apicides qui sont proposés, mais on a ce risque-là qui nous est encore une épée de Damoclès sur le dos au niveau des rendements, c'est certain. Alors, je vois qu'il y a une main levée de Monsieur Mully, et puis il y a une question aussi. Alors, on donnera sur la question, on réagira peut-être après. Je crois que c'est pour toi, Bénédicte, la question, mais peut-être réaction de Monsieur Mully. Oui, dans le même sens, je pense que si vous faites un tableau, après le 15 octobre, on perd en rendement de blé derrière. Aujourd'hui, les betteraves qui sont arrachées aujourd'hui, c'est de toute façon moins 20 quintaux de toute façon. Et je pense qu'il faut absolument l'intégrer. Arracher des betteraves au 15 octobre, il n'y a aucun problème. Mais vous savez quand même, au 15 octobre, moi je suis dans le Pas-de-Calais et je faisais à peu près 100 tonnes. Aujourd'hui, ça n'a pas grossi beaucoup. On a arraché la semaine dernière.
Par contre, les blés qui vont être derrière, c'est moins 20 quintaux. Il faut l'intégrer, hein, sinon, ce n'est pas possible. Et ça, c'est dans les CETA. Oui. Dans les CETA, ils savent très bien combien on perd par décade. Mais en fait, la question de fond, c'est la question du périmètre. Et c'est vrai que oui, ça se raisonne, dans ces cas-là, on raisonne à l'ensemble de la rotation, hein, dans une logique systémique. Vous avez raison, mais c'est autrement plus complexe. Donc après, c'est quel choix, quel arbitrage on fait sur le périmètre. J'entends la remarque et elle est pertinente. Maintenant, c'est vrai que pour avoir quelque chose qui puisse être utilisé et utilisable un peu de manière récurrente, ça va être plus complexe. Peut-être dans un premier temps, en tout cas, rester sur le périmètre betterave pure me semble plus facile à faire si ça vous semble pertinent, quitte à ce moment-là plutôt avoir un mode de remarque où on indique, attention, il peut y avoir aussi d'autres facteurs et notamment l'impact sur les céréales suivantes. Ça, c'est possible, mais je pense que techniquement, et sans trop m'avancer, je pense qu'on va avoir quand même un peu de difficulté à prendre ça, à capter ça dans le tableur. Mais en tout cas, voilà, la remarque, elle est pertinente. Et alors, oui, je reprends les questions. Donc, c'est une question d'Anne Goujard. Sur la première partie, Bénédicte, avez-vous la possibilité d'extraire les exploitations en phase d'installation 10 premières années, notamment de regarder des critères comme le revenu disponible rapporté à l'investissement? Oui. Oui. D'ailleurs, c'est une très bonne remarque et je pense qu'on va l'intégrer dans les traitements pour l'actualisation des futurs profils. Il y aurait assez de données. Ouais. Il y aurait assez de données dont Il faudrait voir. La limite pourrait être qu'il n'y ait pas suffisamment de données, mais c'est une piste intéressante. C'est une piste intéressante. Oui, et il y a une suite de questions. En étudiant cette phase d'installation, il y aurait peut-être des éléments de réponse sur l'attractivité et le poids investissement ramené au niveau de revenus betteraviers. Effectivement. C'est plus qu'une question. C'est vrai que chez les agriculteurs, c'est quelque chose qui nous est souvent remonté, hein, la problématique de l'investissement en betterave, y compris des parts en COP. Et alors, il y avait une autre question, je vois. Oui, parce qu'il y a eu donc Monsieur Clément. Un tableau de calcul, c'est quelque chose que j'ai déjà pour ma part via un groupe marge. Et donc, qu'est-ce qu'un groupe marge? Je ne sais pas si Monsieur Clément, ou c'est peut-être son prénom, et je m'en excuse. Il a répondu. Ah, ok, ça y est. Un groupe, c'est les agriculteurs qui sont ensemble et qui font des comparaisons de marge entre eux et qui essayent de voir là où il y a des biais et puis de s'améliorer entre eux par groupe, par région. On voit souvent. Et si vous êtes encore en ligne, Monsieur Clément, c'est là dans votre groupe marge, il y a l'échantillon, il y a combien d'agriculteurs qui se regroupent pour échanger là-dessus? Un nombre important d'agriculteurs. Je vais le faire par micro, ce sera plus simple. Nous, on est une douzaine, mais on pourrait être plus en soi. Ça dépend après des gens qui sont motivés à s'investir dedans. Après, bien sûr, on ne parle pas que de betterave, hein, mais ça en fait partie. Voilà. Et c'est suivi, c'est le centre de gestion, c'est la chambre, c'est qui? Nous, c'est bien le GDA, donc on n'a pas forcément les mêmes centres de gestion. Donc, il y a aussi un travail justement sur la comparaison et d'arriver à mettre les mêmes choses dans les mêmes cases. Et oui, j'avais aussi une question que j'ai posée au-dessus sur justement d'évoquer donc la corrélation entre le prix de vente et les marges, enfin le coût de production, c'est une chose, mais qu'en est-il des autres pays à la fois européens et puis après aussi même le sucre en général dans le monde? Parce que c'est là aussi, si on est en décalage, mais qu'on est plus élevé que les autres, on a quand même le risque que les marchés redescendent et que d'autres soient rentables et pas nous.
C'est absolument juste. On est dans un environnement de marché, donc vous avez raison. Sébastien, au niveau des coûts de production européens, je pense que la tendance, elle est… Globalement, au niveau des coûts de production, alors on est en train d'analyser les dernières données de 2021. On a une certaine stabilité sur nos principaux concurrents qui sont les Belges, les Allemands, le Danemark et le Royaume-Uni de mémoire. On a les Pays-Bas qui ont des coûts de production globaux qui sont supérieurs, je dirais, à ces 5 pays que je viens de noter, et la Pologne qui se décroche, elle, dans le sens inverse, qui est inférieure. Alors on sait qu'aux Pays-Bas, ils rémunèrent mieux la betterave, qui est peut-être liée à la fois aux coûts qu'ils ont en face d'eux, mais peut-être aussi à une spécificité de leur groupe coopératif, où il y a de nombreux dividendes qui sont dus à de l'externalisation hors betterave, je dirais. Et la Pologne, c'est historique, sauf ces dernières années, on voit qu'il y a un rattrapage des Polonais par rapport à nous, mais globalement, on est pareil. Alors, sur les prix, après, je crois qu'au sein de l'Union européenne, on n'est pas dans les derniers, mais on n'est pas les meilleurs au niveau du prix de la betterave rémunéré aux agriculteurs. Donc là, il y a peut-être des choses à regarder de plus près. Timothée peut-être peut dire un mot sur le sujet. Non, mais juste, quand on lit la question, on aurait presque l'impression que le marché ne peut pas tomber en dessous des coûts de production, ça serait super. Mais je crois qu'en pratique, malheureusement, le marché peut vraiment descendre sous les coûts de production, même sous les coûts de production brésiliens. C'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement. Donc, malheureusement, le coût de production n'est pas une protection, n'est pas un garde-fou dans notre secteur. Alors, il l'était peut-être à la période des quotas, où on avait ce filet de sécurité et on avait, je dirais, un prix qui était à 25, qui était estimé, je dirais, presque au niveau de notre coût de production. Mais depuis la fin des quotas, on n'a plus ce filet de sécurité. Et comme Timothée Masson a pu vous l'expliquer, si vous suivez de temps en temps un peu les cours, du moins l'évolution des marchés, le marché du sucre est très cyclique. C'est le facteur de 1 à 3 ou 1 à 4. On a connu le bas en 2018, 19, 20. Là, on connaît le haut depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il en sera dans 1 an ou 2? À dire d'analyse, ça pourrait se tenir encore quelques mois, mais on sait qu'on est très très haut. Et si c'est encore cyclique, on risque de redescendre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, nos charges de structure ou charges variables donc, ont augmenté, hein, mais la mécanisation dans vos fermes, vous voyez bien combien coûtent les matériels et les flambées des prix. Les semences, ça ne baisse pas. L'engrais, oui, c'est tributaire du coût du pétrole, donc là, ça fait le yo-yo, mais globalement, ça augmente et on est autour des 3 000 € aujourd'hui. Et 3 000 € à un rendement moyen, 85 tonnes de betteraves, ou même maintenant c'est inférieur, 82, 83 tonnes, c'est du 35 € de la tonne de betterave. Alors, est-ce que les marchés permettront de rémunérer à ces niveaux-là? Je suis incapable de vous répondre. Certainement qu'ils risquent d'avoir des creux encore dans les années à venir. Alors, moi, j'ai juste une petite remarque sur les coûts de production européens et notamment l'exception néerlandaise. Il y a quand même un point important à avoir en tête, c'est que notamment sur tout ce qui est charge de structure, on est sur des cultures dans ces pays-là où il y a des investissements en bâtiments et autres qui sont très significatifs. Donc, on fait un calcul sur les charges de structure qui intègre forcément des éléments non spécifiques à la betterave, qu'ensuite on ramène à l'hectare. Mais donc, ça introduit un biais. Donc, attention, c'est aussi une des difficultés quand on réalise ce genre de comparaison, c'est qu'il faut pouvoir comparer des choses comparables et parfois, il y a des effets de biais qu'on ne peut pas éviter. Et ça en fait partie. Donc, oui, quand on regarde les chiffres, on se dit les Néerlandais, ils ont un coût de production plus élevé, mais attention, c'est parce qu'on a ventilé une partie de fixe ramenée à l'hectare de betterave. Et ça, c'est quand même un peu une limite. Il faut juste le savoir et l'avoir en tête. Mais voilà, il y a des petits bémols quand même à apporter là-dessus. Alors, je vois qu'il est 17h45. Le quota A
était à 50 €. Moi, j'ai juste une petite remarque, et je vais m'autoriser à la faire, par rapport à Monsieur Clément. Est-ce que ce serait possible d'imaginer à un moment donné qu'on puisse échanger avec ces groupes marges, parce que je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, nous, ça pourrait aussi nourrir un peu la réflexion, de pouvoir y participer, ou en tout cas échanger à un moment, pas forcément à votre discussion, parce que ça vous appartient, mais si on peut créer un peu, nouer du lien comme ça, je trouve que ce ne serait pas inintéressant. Donc, il n'y a pas besoin de répondre maintenant, mais si ça ne vous dérange pas, on vous recontactera peut-être pour voir si c'est envisageable. Et nous, ça nous fait une source d'information supplémentaire et c'est toujours bien utile. Alors sur la petite remarque, il était marqué le quota A était à 50 €. Au début des années 2000, il était plutôt autour à 42 € et le quota B était autour de 28. Alors certes, on a connu les suppléments de prix en 2011-2012, souvenez-vous, avec des cours des marchés qui avaient été fortement augmentés. Et vous avez eu des suppléments de prix selon les groupes sucriers plus ou moins substantiels, mais qui allaient jusqu'à 12 à 14 €. Donc on avait retrouvé des prix de betterave autour des 40 € sur la période 2011-12. Et là, c'est vrai qu'on arrive à des prix qu'on n'a jamais connus finalement. 50 €, moi, je crois qu'on n'a jamais connu ces prix-là à la tonne de betterave à 16 au français. En tout cas. On n'a jamais connu les coûts de production non plus. Et les coûts de production aussi hauts, comme le dit Timothée, il a raison, on n'a jamais connu aussi haut non plus. Ça fait longtemps que tu travailles dans le secteur. Hein. Ça veut dire la marge prévisionnelle que pas autant que M. Fumery et que M. Mully. Hein. Mais c'est important de le rappeler, la marge prévisionnelle que tu as présentée dans ton graphique n'est pas aussi élevée que celle qui est élevée pendant les quotas. Absolument. C'est vrai. Ok, écoutez. On n'a jamais eu autant d'incertitudes. Ça, c'est vrai aussi. Ouais. Le risque jaunisse, plus de sécurité de prix. C'est clair. Et puis les moyens de production qui malheureusement se réduisent sur d'autres produits phytosanitaires qui nous tombent dessus, je ne veux pas dire tous les mois, mais presque malheureusement. Et le climat aussi malheureusement qui change. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On a dépassé le temps, mais bon, tant mieux, c'est bon signe. Un grand merci à Bénédicte aussi et à tout le travail de Pluriagri. Parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement, c'est une mine d'or pour nous aussi de pouvoir accéder à ces informations, pouvoir les traiter ensemble, réfléchir ensemble aux questions qui se posent. Et puis, tant mieux, ça va continuer et ça nourrira aussi vous, vos analyses que vous faites dans vos exploitations. Donc voilà, merci Bénédicte. Est-ce que les notes sont sur le site de la RTB? Alors oui, il y aura les éléments PowerPoint qui seront disponibles sur le site de la RTB. Donc vous retrouverez ce que vous avez vu en visuel. Il y a également un certain nombre de notes qui sont disponibles sur le site de la RTB en lien avec les coûts de production. Donc n'hésitez pas à les regarder et puis à nous contacter aussi. Vous pouvez sans aucun problème nous appeler, nous contacter directement si vous avez des questions économiques là-dessus et on sera ravis d'y répondre. Voilà. Et on vous souhaite une bonne fin de campagne betteravière parce qu'on sait qu'elle a été un peu perturbée par les pluies, de bons arrachages et puis avec le gel qui arrive. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de CIPO en Normandie. On a décidé qu'on ne faisait pas. Pourquoi tu peux mettre CIPO en Normandie? Parce qu'on avait. C'était une façon d'avoir des itinéraires différents. Ah oui, c'est vrai.